All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Maître, vous pouvez continuer votre plaidoirie qui a été interrompue par la pause. Vous avez la parole, maître, le représentant des victimes. Thank you, Your Honors. Maître Boutoyan, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges. J'étais en train d'expliquer que je parlais de la propagation de l'impunité. Le fléau de l'impunité s'est propagé pas uniquement parmi les Philippins aux Philippines, mais même parmi les Philippins expatriés dans des contrées lointaines comme ici à La Haye. Lorsque nous avons rapporté aux victimes que nous, leurs représentants légaux externes, nous sentons comme des fugitifs qui évitent nos propres compatriotes ici à La Haye, car il y a de fortes chances qu'ils soient des clones de Duterte. Ils expriment leur plus grande inquiétude que si nous, leurs avocats, nous sentons menacés par des mini-Duterte dans un pays étranger, on n'a qu'à imaginer la peur bien plus intense qu'ils vivent chaque jour dans leur communauté, grouillant de mini-Duterte. Les victimes souhaitent également faire comprendre que si les juges de cette Chambre peuvent être victimes de harcèlement en ligne par des clones de Duterte, nous ne pouvons qu'imaginer le niveau de vulnérabilité auquel les victimes sont exposées dans leurs villages pauvres. Mesdames les juges, il n'y a qu'une seule solution pour empêcher l'impunité propagée par M. Duterte de continuer à causer du mal et de la souffrance aux victimes. Et c'est à vous qu'il appartient de confirmer les charges afin que les témoins puissent témoigner et que les preuves puissent être présentées sur les crimes horribles commis par Duterte. Les témoignages et les preuves présentées immuniseront ces mini-Duterte contre le virus de l'impunité qui les a infectés. Quand ils verront et qu'ils entendront la cruauté absolue, la brutalité pure, en d'autres termes, l'inhumanité flagrante des crimes commis par Duterte et l'humanité de ceux dont la vie a été violemment enlevée, cela ravivera les braises de l'humanité qui subsistent encore dans leur cœur. Beaucoup de ces mini-Duterte ou clones de Duterte sont en réalité victimes d'énormes doses de fausses informations largement diffusées en ligne. Ils doivent être vaccinés avec la vérité, et le vaccin de la vérité ne peut venir que des témoignages des victimes et des preuves présentées dans le cadre d'un procès devant la Cour de Céan. La vérité, c'est l'antidote contre le virus de l'impunité, mesdames les juges. Les victimes redoutent un avenir où les accusations ne seront pas confirmées dans cette affaire. Cela signifiera que le virus de l'impunité continuera de se propager et d'en infecter beaucoup d'autres. Les victimes craignent que les clones de Duterte ne deviennent un groupe encore plus redoutable, capable d'élire un autre apôtre de l'impunité comme prochain dirigeant des Philippines. Si cela se produit, une impunité encore plus grave pourrait survenir aux Philippines. Peut-être pire que l'orgie de violence qui a eu lieu entre 2011 et 2019, et il n'y aura pas de ces pays vers qui se tourner pour obtenir de l'aide cette fois-là. Les victimes implorent humblement votre Chambre de réaffirmer les deux objectifs cruciaux de la CPI identifiés dans le préambule du statut de Rome. Premièrement, de poursuivre et de punir les crimes les plus graves qui choquent profondément la conscience de l'humanité. Et deuxièmement, mettre fin à l'impunité et contribuer à la prévention des crimes d'atrocité inimaginables. Si votre Chambre confirme les charges, la Cour atteindra alors son premier objectif, à savoir de poursuivre et, si elle est reconnue coupable, punir Duterte pour les crimes indicibles dont il est accusé. Mais atteindre le premier objectif ne permettra pas automatiquement à cette Cour
d'atteindre son deuxième objectif, se contenter de présenter les preuves recueillies ainsi que la théorie de la responsabilité de l'accusation ne permettra pas nécessairement de mettre fin à l'impunité et de contribuer à la prévention de nouveaux crimes inimaginables, ce qui est le second objectif de la Cour. La Cour devrait permettre aux victimes de témoigner et le dossier des procédures doit refléter les expériences éprouvantes de ceux qui ont été affectés par les crimes. Ce sont l'humanité à laquelle fait référence le cadre des crimes contre l'humanité de l'article 7. Il est de l'avis des victimes que la Cour de Sion doit leur permettre de raconter la gravité, la cruauté et la brutalité, en d'autres termes, l'inhumanité totale des crimes orchestrés par Duterte, afin que les personnes qui l'adorent et qui l'idolâtrent, les personnes devenues disciples de l'impunité, voient par elles-mêmes l'inhumanité du suspect. Pour que cela se produise, toutes les charges doivent être confirmées. Le virus de l'impunité qui s'est répandu dans toutes les Philippines est grave. Il est très grave. Imaginez un dirigeant comme Duterte qui proclamait fièrement et publiquement ses aspirations à suivre les traces d'Adolf Hitler lorsqu'il disait ceci. Et je cite, « Hitler a massacré 3 millions de Juifs. Aujourd'hui, il y a 3 millions de toxicomanes. Je serais ravi de les massacrer. » Fin de citation. Et pourtant, il est vénéré, adoré par un grand nombre de Philippins. Dans tant de pays, il faudra cacher son adoration pour Adolf Hitler. Or, Duterte l'a exhibé et ses fanatiques n'en sont pas affectés. Duterte a prononcé tant d'autres déclarations horribles, destinées à promouvoir et à encourager l'impunité, comme cela sera détaillé par mes collègues demain. Et pourtant, il est idolâtré par une multitude de Philippins. La défense prétendra qu'il ne fait que tonitruer et acerbe lorsqu'il a fait ces déclarations. Mais s'il se contentait d'être pompeux et désinvolte, les personnes tuées devraient être vivantes aujourd'hui et rire de ces soi-disant farces et casses. Duterte n'a pas seulement ordonné le massacre de personnes soupçonnées d'être des personnalités de la drogue. Il les a salis d'accusations de violeurs, de meurtriers et de criminels dangereux. Duterte a imposé une condamnation inflexible, selon laquelle, si vous êtes une personnalité de la drogue, vous êtes automatiquement un criminel dangereux ayant commis des atrocités inimaginables. Les familles des victimes n'ont pas seulement perdu un être cher, mais leurs familles ont même été déshonorées du simple fait d'être associées à un violeur, un meurtrier ou un criminel dangereux. Même après le meurtre d'un proche, de nombreuses familles ont été victimes d'injustices déplorables. Au lieu de voir les blessures par balle comme cause de décès dans leur certificat de décès, les familles ont été choquées de voir une pneumonie, une crise cardiaque, un AVC, une septicémie et d'autres fausses causes de décès qui ont été inscrites au contraire. D'autres familles se sont vues imposer des sommes importantes, des sommes que les familles pauvres ne pouvaient pas se permettre, rien que pour récupérer les corps de leurs proches dans les salons funéraires que les familles soupçonnaient d'être de mèche avec les policiers. Certains membres de la famille ont même été arrêtés et emprisonnés par des policiers sur base de fausses accusations, dans le but de les empêcher de se plaindre. Notons un incident en particulier, Madame la Présidente. Un jeune homme et sa conjointe de fait dormaient dans leur bidonville lorsque des hommes en civil ont défoncé la porte de leur maison. Les hommes ont traîné la femme hors de la pièce. Le mari se rendait déjà. Il a même commencé à se déshabiller pour montrer qu'il n'avait ni drogue ni arme à feu sur lui. Il a dit en philippin, « Monsieur, malini po ako, mako habad ako, monsieur. Monsieur, je suis propre, je vais me déshabiller, monsieur. » Toujours sans pitié, les hommes le tuèrent par balle. Après avoir tué le mari,
Ils ont arrêté la femme et l'ont accusée de fausses accusations et non libérables sous caution. Lorsque la mère et le cousin du défunt se sont rendus au commissariat pour découvrir ce qui était advenu de ce jeune homme, car il n'était pas sur les lieux du crime au moment du crime, les deux ont également été arrêtés sommairement et inculpés de crimes fabriqués. Si la Chambre confirme les charges en l'espèce, les témoins et les preuves montreront que ceux qui ont été calomniés par Duterte avant d'être tués étaient dans leur maison, dormant paisiblement avec leur famille, prenant des repas avec leurs proches, jouant avec leurs enfants ou se serrant leurs épouses. D'autres se contentaient de marcher dans la rue, de grignoter dans un restaurant au bord de la route ou de circuler pour gagner leur vie de pauvres. Ils faisaient tous des activités ordinaires, pacifiques et humaines ordinaires. Confirmer les charges restaurera la dignité des morts et l'honneur de leur famille. Les préjugés subis par les familles des victimes ne commençaient ni ne s'arrêtaient par les meurtres de leurs proches. Chaque meurtre déclenche en effet une réaction en chaîne qui produit continuellement un creuset quotidien de dégâts, de préjudices et de pertes. En orchestrant le massacre de simples suspects, Duterte a causé des torts irréparables et interminables aux familles. Une écrasante majorité des tués étaient les seuls soutiens des familles pauvres. Ces familles dépendaient de chaque jour de salaire pour leur subsistance quotidienne. C'étaient des familles qui vivaient au jour le jour. Avec la mort de leur soutien de famille, les épouses veuves, dont la majorité sont des femmes, ont dû endosser le rôle de deux parents. En plus de s'occuper des enfants et de maintenir le foyer, les épouses veuves portent désormais le fardeau supplémentaire d'être le soutien de la famille. Les familles ont été poussées à une misère encore plus grave qu'auparavant. Les dégâts pour les enfants sont incommensurables. Leur développement et leur éducation ont été définitivement compromis. Ils traversent la vie avec un membre parental manquant. Perdre un parent dans des conditions économiques très difficiles et dans les circonstances les plus violentes entraîne des blessures qui ne guériront jamais et qui les rendront absolument handicapés à vie. Et puis, il y a l'angoisse indescriptible des parents qui ont perdu un enfant. Aucun parent n'est censé survivre à un enfant. Les parents souffrent d'une vie entière de chagrin lorsqu'un enfant meurt avant eux. Et ce chagrin à vie est inimaginablement pire lorsque l'enfant meurt dans les circonstances les plus inhumaines. Les crimes orchestrés par Duterte n'ont pas seulement affecté des individus, mais des communautés tout entières. À travers les Philippines, de nombreuses communautés urbaines des villages les plus pauvres ont été marquées par la violence et les abus et les exactions commises par une campagne antidrogue sans loi qui a aggravé davantage la misère et les traumatismes des habitants des communautés marginalisées. Permettez-moi de vous donner un exemple illustratif. Après que le père d'une famille a été tué chez lui par des agents de police, tout le quartier a été tellement traumatisé par la terreur que pendant près de 3 mois, et durant les mois les plus froids des Philippines, ils ont abandonné leur maison la nuit pour dormir en marché public en plein air. Ils ne se sentaient pas en sécurité à l'intérieur de leur maison, car il n'y aurait pas de témoins si la police faisait irruption et tirait sur eux. Sur le marché public, au moins, la présence de nombreux témoins, pensait-il, dissuaderait la police de les abattre et de les tuer. Les victimes estiment également, Madame la Présidente, que les accusations doivent être confirmées, car la présentation de témoins et des preuves lors du procès obligera la police et d'autres agents des forces de l'ordre à affronter la dépravation flagrante du meurtre de civils, qu'ils en soient personnellement commis ou qu'ils soient perpétrés pendant le règne de terreur de Duterte. Lors d'une opération, la police a sommairement tué 3 hommes, 2 frères et un ami, très tôt le matin.
La police a déclaré que les trois étaient Nanlaban. Ils se sont défendus. Mais les voisins ont vu le contraire de cela. Tout le quartier était tellement horrifié par le traitement macabre réservé à l'une des victimes. Le corps criblé de balles de l'un des trois hommes a été sorti par la fenêtre du deuxième étage et laissé tomber au sol, car la police ne pouvait pas faire sortir le corps par l'embrasure. Lorsque le corps a touché le sol, les voisins ont reculé en entendant le corps crier « Aïe ! Aïe !» En anglais ou en français, c'est « Aïe !» L'homme était encore en vie lorsque son corps a été jeté au sol. Et la police l'a simplement laissé se vider de son sang. Le procès servira de miroir à la police et l'obligera à voir comment les policiers ont été transformés en bourreaux et assassins et comment leur organisation a été transformée en une gigantesque organisation criminelle ou, pire, une machine à tuer par Duterte. La police nationale philippine et les agences antidrogue philippines n'ont pris aucune initiative pour purifier les esprits corrompus de leurs agents et personnels. À notre connaissance, le procès sera une formidable occasion qui pourra contribuer à corriger les esprits tordus et dépravés des agents de sécurité philippins. Les charges doivent être confirmées, Madame la Présidente, pour le bien de tout le pays. Un pays qui a été désensibilisé ou engourdi par les incidents massifs d'impunité et par la glorification de l'impunité promue par Duterte. Les Philippines doivent connaître la véritable histoire pendant ces années sanglantes. Il n'y a pas eu d'occasion pour tout le pays de découvrir toute la vérité sur ce qui s'est passé. C'est resté un secret, des fragments d'actualité sporadiques, toujours noyés par des trolls qui produisent et diffusent en masse des fake news et des informations fabriquées. Les victimes attribuent également une importance historique capitale à cette affaire. Si la Chambre confirme les charges, la procédure en première instance produira un compte-rendu historique de la période la plus sanglante de l'histoire philippine d'après-guerre. Un devoir que le système judiciaire philippin a refusé d'accomplir. Le récit historique du massacre de masse de tant de Philippins sous le régime Duterte doit être accessible à nos générations futures, tout comme le procès de Nuremberg et de Tokyo l'ont été, afin qu'ils en tirent des leçons et ne reproduisent pas les mêmes erreurs de choisir et de glorifier des dirigeants qui prêchent et pratiquent l'impunité. L'accusation a présenté 78 cas de meurtre et de tentatives de meurtre, en précisant que ces incidents ne représentent que l'étendue des crimes commis contre des milliers de civils. Les victimes implorent votre Chambre de se souvenir que le règne sanglant de Duterte tant à Davao qu'à l'échelle nationale a entraîné jusqu'à 30 000 victimes de meurtre, plus de 300 000 victimes d'emprisonnement arbitraire et un nombre inconnu de victimes de torture, d'agressions sexuelles et d'autres formes de crimes contre l'humanité. Pour de nombreuses familles aux Philippines, les charges portées aux fins de confirmation dans le cadre de cette procédure ne représentent qu'une fraction de la réalité que les victimes ont endurée. Les victimes exigent également de votre Chambre de se rappeler que des centaines de milliers de victimes comptent sur la justice par procuration dans cette affaire. Enfin, mesdames les juges, la greffière d'audience, pardon, maître, il vous reste 5 minutes. Le représentant légal poursuit. Donc, enfin, mesdames les juges, les victimes souhaitent humblement souligner que ce qui est en jeu dans cette procédure est le droit de l'homme suprême, de toutes les formes des droits humains, le droit à la vie. En effet, le droit à la vie est le fondement même de toute société civilisée. Les ancêtres de chaque nation ont combattu contre des envahisseurs, des colonisateurs, des monarques despotiques et des dirigeants fascistes afin d'assurer le droit à la vie de leur famille, de leur communauté et des générations futures. Les héros de chaque pays ont sacrifié leur vie pour défendre le droit à la vie de leur peuple.
Nous, en tant que citoyens de sociétés modernes, sommes héritiers et bénéficiaires des sacrifices de nos ancêtres qui nous ont légué le droit à la vie. Nous leur devons de défendre cet héritage suprême pour notre génération et pour les générations à venir. Depuis quelques années, mesdames les juges, nous avons vu un nombre croissant de dirigeants nationaux qui ont voyagé dans le temps depuis l'âge des ténèbres et qui se pavonnent aujourd'hui comme s'ils possédaient la vie des gens. Ces dirigeants brutaux et cruels doivent être tenus responsables pour leur mépris flagrant du droit à la vie de l'humanité. Nos ancêtres se sont battus sur le champ de bataille pour assurer notre droit à la vie. En ces temps modernes, le champ de bataille pour la défense de notre droit à la vie se trouve entre les quatre murs de cette cour. Que le Dieu de la vie, le Dieu de l'humanité, guide les honorables membres de cette chambre. Merci, mesdames les juges. Merci beaucoup, Maître Boutouyan. Maintenant, la défense a la parole. Maître Kaufmann. Thank you, Madam President. Maître Kaufmann, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges. Je remercie Maître Boutouyan pour son intervention. Mais j'ai le sentiment que nous sommes dans une cour de justice qui statue sur base de faits et non pas sur le fondement de considérations idéologiques ni pour changer un régime en dépit des déclarations faites par l'ombudsman Jésus Crispin Remoula, qui a dit que la justice sera niée d'après M. Boutouyan. Je ne sais pas à quelle affaire M. Boutouyan fait référence, mais à l'évidence, il n'a pas lu les preuves. Pendant son intervention, nous avons examiné les preuves et nous avons trouvé au moins 35 rapports étayant les incidents qui sont mentionné dans le document de notification des charges. Madame la Présidente, Rodrigo Duterte était et restera toujours un phénomène unique en son genre. Son style d'homme d'État était nouveau et peu apprécié par beaucoup. Ses jurons et son recours à l'hyperbole irritaient, tandis que son honnêteté et sa popularité débordante irritaient. Il parlait ouvertement, avec le cœur, sincèrement et honnêtement. Et quel contraste entre lui et son successeur dans le Malacanang. Pour le président Rudy, sa parole était sa parole et le peuple le savait. Pour le président Bongbong, sa parole est pour le vent et le peuple ne l'oubliera pas. Permettez-moi de rappeler à tous la lettre que le président Ferdinand Marcos Jr. a signée, vous la voyez à l'écran, et dans laquelle il a donné un engagement de faire selon lequel son gouvernement, et je cite, n'aidera en aucun cas la CPI. Fin de citation. Eh bien, comme nous le savons, il n'a pas tenu cette promesse. Rodrigo Duterte a été détourné de manière inconstitutionnelle et emmené sans ménagement à La Haye. Et lorsqu'on lui a demandé de défendre les actions de son maître, et cette lettre, lors d'une audition du comité du Sénat, le secrétaire de la justice de l'époque, encore une fois le même Jésus Crispin Remoula, a persisté sur le même thème malhonnête. Et je cite ces mots. « Nous n'avons pas aidé la CPI, nous continuons dans le même ton de la lettre que nous n'avons pas aidé la CPI et nous n'avons en aucun cas des contacts avec eux. » C'est ce qu'il a dit. Mais avec un document émanant de l'équipe de l'accusation en face, et divulgué il y a à peine une semaine, non pas en tant qu'information matérielle pour la préparation de la défense, mais comme preuve disculpante, nous pouvons désormais étayer ce que nous soupçonnons depuis longtemps. Le document comprend la transcription d'un appel téléphonique enregistré clandestinement entre 4 parties qui ne peuvent être mentionnées publiquement, et l'une de ces parties se vantait d'agir en tant que partenaire silencieux du président BBM, gérant un stratagème tendant à acheminer des témoins vers cette cour tout en veillant à garantir la dénégation plausible du président BBM. Donc, en effet, la position de la défense est que le président Ferdinand Marcos Jr. a entrepris
de neutraliser Rodrigo Duterte et son héritage. Oui, monsieur le procureur adjoint, j'utilise ce mot légendaire, neutraliser, tellement central et essentiel à votre thèse, car vous savez aussi bien que moi que j'utilise ce terme au sens figuré. J'en arrive maintenant au fond des charges, mais avant cela, permettez-moi de dire un mot ou deux sur le contexte géopolitique. Le fléau des stupéfiants illégaux n'est pas unique aux Philippines. Comme nous le savons tous, cela touche l'Amérique latine, où je peux citer 3 pays où le taux de mortalité par habitant entre les mains des justiciers et les forces de l'ordre est plus élevé qu'il ne l'a jamais été sous Duterte. Et comme vous le savez, l'accusation vous le dira, les Philippines, en tant que pays, sont particulièrement bien placées pour servir de centre de transit pour le trafic de stupéfiants provenant des cartels en Chine, et avec ou sans Duterte, selon nous, le taux de mortalité aurait continué d'augmenter. En effet, comme nous allons le prouver avec des rapports et des statistiques à l'appui, le taux de mortalité lié à la criminalité liée aux stupéfiants a en réalité augmenté depuis le départ de Rodrigo Duterte. Et où a été la Cour pénale entre-temps? Mon collègue, représentant légal des victimes, qui est assis en face de moi, un certain assistant juridique autoproclamé du Conseil juridique de la CPI, s'est levé et a déclaré célèbrement dans l'une de ses interviews aux médias que Roberto Duterte a mené une guerre non pas contre la drogue, mais contre les pauvres. Une guerre contre les pauvres? Au contraire, la campagne totalement légale de Duterte contre les drogues illégales et leurs fournisseurs a eu lieu alors que son administration faisait la promotion active de certaines des politiques de redistribution les plus importantes depuis des années. Et tout cela dans le but de réduire la pauvreté. La réforme législative de 2017 visant à réduire les impôts sur le revenu des travailleurs, l'expansion de la protection sociale, connue sous le nom de 4P, conçue pour fournir des transferts réguliers aux familles nécessiteuses et qui ont plusieurs enfants, une santé universelle, faut-il en dire plus, la grande charte des pauvres qui garantit le droit à une alimentation adéquate, un logement digne, une éducation et le plus haut niveau de santé. Le fait que la majorité des personnes décédées à cause des crimes liés à la drogue vivaient dans les zones les plus défavorisées est quelque chose d'endémique à toutes les sociétés. Mais quelqu'un peut-il sérieusement accuser cet homme, Rodrigo Duterte, qui a mené une existence aussi ouvertement économe, d'avoir pris les armes contre les nécessiteux? C'est l'homme qui, à l'âge de 5 ans, est arrivé à Davao pour vivre dans une modeste cabane où la pluie s'infiltrait à travers le toit, l'obligeant à se glisser sous la table de cuisine pour se mettre à l'abri. Ce n'est pas l'homme né avec une cuillère en argent dans la bouche et préparé pour la présidence dès l'enfance. C'est un homme né d'un avocat et d'un gouverneur qui lui ont enseigné la discipline, les valeurs et le respect du peuple en faisant partie de ce même peuple. C'est l'homme qui, en tant que président lui-même, a rejeté les luxes et les privilèges de la haute fonction. Contrairement aux autres avant lui, et même ceux qui sont venus après lui, il ne dormait pas dans la grandeur palatiale du Malacanang, mais dans des quartiers spartiales de la cabane de ses gardes du corps. Son régime alimentaire ne se composait pas de morceaux de premier ordre, de bœuf australien importé, mais de poissons séchés et de riz bouilli. Un homme de simple plaisir. Ses plaisirs ne se trouvaient pas sur les circuits des cocktails de Forest Park, mais sur les routes côtières où il se promenait à moto. Il ne cherchait pas des gens à tuer. Il aimait tellement la vitesse qu'il a failli se tuer lui-même à plus d'une fois. C'est l'homme qui a payé et a ouvert sa propre voie à la faculté de droit, réussissant son examen au barreau en 1972, plus ou moins au même moment où les chars de Marcos père grinçaient et roulaient dans les rues après la déclaration de la loi martiale. Et c'est ce jour important que Roberto Duterte a été exposé à la tyrannie de l'oppression et à l'abus de pouvoir par l'élite. Et ce jour-là, il a pris une décision. Ce jour-là, il a choisi de se consacrer à une vie d'abnégation de soi au service des autres, en tant que professeur à l'académie de police locale et en tant que procureur public à Davao. Rodrigo Duterte a développé une passion de
toute une vie, certains diraient même une obsession durable pour la loi et l'ordre. Une passion qu'il a appliquée sans compromis tout au long de sa mandature de maire à Davao. Non pas comme le dit le ministère public, l'accusation en semant le meurtre et le chaos, mais en gagnant l'amour, le respect et l'admiration de ses concitoyens. Les mêmes concitoyens qui ont continué à le réélire encore et encore, mandat après mandat, à pas moins de 7 fois, pendant plus de 20 ans. Et au cours de ces 20 ans, ces quelques 20 ans en tant que maire de Davao, Roberto Duterte et sa famille ont transformé cette ville, qui était un avant-poste d'insurrection communiste et de violence criminelle, en ce qu'elle est devenue aujourd'hui, l'une des villes les plus sûres, pas juste aux Philippines, mais au monde entier. C'est en effet le soi-disant modèle de Davao que l'accusation veut vous convaincre que c'était un code secret pour une violence criminelle débridée. C'était le type de dirigeant que la nation philippine voulait en 2016. Ainsi, Rodrigo Duterte a été élu au pouvoir, non pas en dépit d'eux, mais précisément grâce à son engagement ferme et intransigeant à maintenir l'ordre public. Après son élection, Madame la Présidente, Rodrigo Duterte est resté l'homme du peuple, sans chercher à traiter le peuple avec condescendance. De manière enthousiaste et sur un ton belliqueux, il semblait être cru, loin des discours hypocrites de la diplomatie. Mais il disait ce que le peuple voulait entendre d'une manière qui heurtait les dirigeants mondiaux peu habitués à ce type de propos. Et c'est en particulier ce qui l'a conduit sur cette pente glissante qui l'a conduit jusqu'ici à La Haye. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça commence par le média, qui sont contrôlés par les médias, contrôlés par les puissants, les personnalités influentes, avec des titres sensationnels, des éditoriaux tendancieux. Les manias vendent les journaux tout en promouvant le programme partisan des personnes au pouvoir. Ils mettent en avant le contenu scandaleux tout en ignorant le contexte réel, car c'est ce qui captive les lecteurs. C'est ce qui s'est passé avec Duterte, dont les discours étaient un terreau fertile pour ses ennemis et ses détracteurs. C'est un homme dont les hyperboles, une fois publiées, sont devenues une cible naturelle pour les ONG financées par les privés et les militants des droits de l'homme, un collectif communément connu sous le nom de société civile. Ce sont ces personnes qui ont envahi les Philippines pour promouvoir un agenda moins objectif que celui des médias. Ils sont lourdement financés par les manias aux grandes ambitions. Ils impriment des rapports sur papier, ils remplissent des photos emblématiques de familles endeuillées avec des cadavres, des crènes de cimes nocturnes, le tout dramatiquement illuminé par des néons fluorescents. C'est des images soigneusement conçues pour choquer la conscience, influencer les émotions, et parfois ils n'ont rien à voir avec les charges. Donc ces rapports sont faits de manière tendancieuse avec des titres tirés directement d'un film de James Bond, par exemple « Autorisation de tuer »,« Permis de tuer »,« un coup de feu dans la tête ». Vous pouvez mourir à tout moment ou tout simplement, il tue. Donc, des titres à sensation. Donc, les photos sont publiées partout comme des œuvres d'art dans le monde, tandis que les journalistes qui fournissent leurs sources remportent des prix Nobel. Donc, lentement mais sûrement, le récit devient la vérité sacrée, incontestable. La pression monte et les universitaires hantent les couloirs des écoles de droit progressistes de gauche, loin des États-Unis, où les recherches sont tweetées, publiées, où l'on pontifie sur les crimes contre l'humanité, les attaques systématiques contre la population civile. Donc, ils pointent du doigt un seul homme, brandissent des slogans tels que la responsabilité, la lutte contre l'impunité. Ils donnent des conseils gratuits sur ce qu'il faut faire. Parfois, ce sont des universitaires qui travaillent aux côtés de l'accusation du procureur à la Cour pénale. Des plaintes sont introduites, des communications déposées et comme on dit, le reste, c'est de l'histoire. Donc, nous sommes
Nous ne sommes pas réunis ici pour juger un homme sur la base de son attitude grossière, de ses épaules-balles, de sa vulgarité. Donc, mais la Cour a convoqué cette audience de confirmation des charges pour vérifier ou attester l'existence de motifs substantiels de croire que Rodrigo Duterte, président du peuple, ainsi que ses co-auteurs ont, au cours de ces années, de ces diverses mandatures, élaboré une politique criminelle de meurtre à grande échelle et de manière gratuite. Donc, nous sommes dans une cour de justice. Donc, les affaires devraient être jugées sur la base d'éléments de preuve, pas de suppositions, de rumeurs, de ragots ou de rhétorique politique, encore moins de fanfaronnades, car au demeurant, sans ces discours belliqueux, controversés, il n'y aurait rien pour traduire, il n'y aurait aucune preuve pour traduire le président du peuple devant la justice à La Haye. Donc, lorsque les preuves seront examinées, je vous demanderai de garder l'esprit ouvert, de demander que les preuves soient présentées de manière non sélective, d'examiner s'il existe des preuves que l'accusation n'a pas produites. Et je le dis, est-ce qu'il y a un motif valable en ce qui concerne la rhétorique de Duterte? Comme nous l'établirons dans la partie substantielle de nos conclusions, les discours sur lesquels s'appuie l'accusation ont été soigneusement sélectionnés pour nourrir son récit, ignorant les nombreux autres discours de l'ancien président où il tempérait ses commentaires pompeux en faisant clairement référence au principe de légitime défense. Donc, nous avons lu tant de discours et la défense a pu les retrouver. Donc, nous avons pu le faire dans notre petit bureau au dernier étage d'un bâtiment le plus éloigné de ce complexe. Donc, le chrono tourne sans cesse. Donc, chaque fois que nous tombons sur un discours qui contredit la thèse de l'accusation de meurtre, en faisant référence à la légitime défense, donc nous nous réjouissons et nous célébrons le fait d'avoir planté un clou dans la thèse de l'accusation. Donc, contrairement aux 20 discours sur lesquels s'appuie l'accusation pour prouver l'incitation au meurtre, nous avons trouvé 35 autres qui disent le contraire. J'ajoute à cela 10 autres discours que je ne prendrai pas la peine de lire et qui contiennent des éléments disculpatoires. Donc, voici ce que le procureur a dit. Pour ceux d'entre vous qui êtes sobres, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore touché aux drogues illicites, si vous ne voulez pas mourir, il faut arrêter. Ne comptez pas sur les prêtres et les militants des droits de l'homme. Ils ne pourront pas empêcher les meurtres. Mais si nous allons un peu plus loin, dans un autre discours, ce que le procureur n'a pas fait, dans le même discours, pardon, voici ce qu'il a dit aux policiers, aux autres responsables, faites votre travail et vous aurez le soutien indéfectible du président. Je serai avec vous jusqu'au bout. Abusez de votre autorité et vous allez payer, car vous serez devenu pire que la criminalité elle-même. Donc voilà, vous l'avez devant les yeux. Donc, je ne prendrai pas de temps pour vous montrer le deuxième discours. Je pourrais vous le dire, vous le donner. Donc, si on ajoute à cela, nous avons 10 autres discours sur lesquels le procureur ne s'est pas fondé dans le DCC. Donc, dans les 10 discours, nous le dirons dans la partie essentielle de nos conclusions, ils contiennent des éléments de preuve à décharge qui soutiennent la thèse du procureur. Donc, si on ajoute les 10 discours que nous avons identifiés et qu'on les ajoute aux 20 du procureur ou 35 autres qui disent exactement le contraire, nous avons au total 45 déclarations qui disent utiliser la force uniquement en cas de légitime défense. Donc, ça fait 350% de discours supplémentaires en faveur de notre thèse et 350% de raisons supplémentaires de ne pas confirmer les accusations. Donc, vous pourrez parier votre dernier dollar qu'à la fin de la procédure,
l'assistant autoproclamé du conseil ou un stagiaire sera chargé de fouiller l'Internet pour prouver que Kaufman avait tort. Donc, je le dis haut et fort, comme si l'accusation ne le savait déjà pas. Il ne suffit pas tout simplement d'affirmer que, puisque l'ancien président a tenu ses propos incendiaires et que des morts s'en sont ensuivis, il peut être pénalement responsable de ces décès. Donc, à ce stade de la procédure, l'accusation doit démontrer qu'il existe des motifs substantiels de croire que l'ancien président voulait effectivement que les personnes soient tuées à la suite des propos incendiaires et entendait qu'il en soit ainsi. Il ne suffit pas que l'accusation affirme que Duterte espérait que les décès surviennent ou qu'il était indifférent au fait que les décès se produisent. Ce n'est pas le cas. Donc, une fois encore, la rhétorique de Duterte ne visait pas les trafiquants de drogue présumés, comme l'accusation voudrait le faire croire, mais directement ceux qui empoisonnaient la société de tous ces stupéfiants et sans avoir l'intention de les tuer. Sa rhétorique était calculée pour susciter la peur et l'obéissance, pour susciter la peur dans leur cœur, inculquer le respect de la loi dans leur esprit. Rien de plus, rien de moins. C'était son intention et cela n'est pas criminel. Donc, je me souviens avoir vu ces images à la télévision où les trafiquants de drogue demandaient à entrer en prison et ils faisaient la queue pour cela. Donc, dans un procès pénal, la charge de la preuve incombe à l'accusation. C'est l'accusation qui devrait prouver ses preuves. On ne pourrait pas convaincre le monde de quoi que ce soit. C'est une chance pour lui. C'est une chance pour lui compte tenu de son état de santé actuel. Donc, je maintiens absolument l'innocence de M. Duterte. Donc, s'agissant de l'équité et de l'objectivité de l'enquête, nous savons que cet exercice de collecte des preuves a été impartial. Donc, en tant qu'ancien procureur moi-même, je suis habitué à ce que les enquêtes suivent des pistes raisonnables, assimilent les témoignages et digèrent toute la documentation et les preuves médico-légales. Mais ce n'est pas le cas pour l'accusation. Lorsque nous avons étudié le déroulement de l'enquête, il ressort clairement que le procureur général, le procureur de la Cour, M. Karim Khan, a lamentablement failli à accomplir sa mission, à respecter ses obligations en vertu du statut de Rome, qui lui impose d'examiner les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes, la preuve a été contaminée de son propre chef, car il a mené cette croisade à sens unique. Et je vais m'expliquer. Donc, bien que la CPI a autorisé l'enquête sur la situation des Philippines en fin 2021, il y a eu un sursis à enquêter et l'enquête a été renvoyée aux Philippines avant que la CPI ne reprenne officiellement l'enquête en 2023. Mais le cœur de l'enquête sur le chef 1 relatif aux activités est une interprétation fictive de ce qu'est l'escadron de la mort, car cela avait commencé bien avant et avait pour seul objectif de coincer Rodrigo Duterte. Dès 2018, lors de l'examen préliminaire, le procureur s'est vu remettre sur un plateau d'argent une personne que nous appellerons P1. P1 a été interrogé par le procureur en chef, Karim Khan, en
sur une seule chose, valider et confirmer l'existence de l'escadron de la mort et le rôle de qui avait été autorisé. Karim Khan a écrit au juge pour dire que l'avocat avait reçu des informations permettant de l'aider dans sa préparation. Bon, et quelles étaient ces informations fournies? Un livre sur lequel le procureur s'appuie comme preuve. C'est un ouvrage de fiction calomnieux intitulé Duterte Harry. Donc, la photo sur la page de couverture est bien sûr objective, respire l'objectivité, je le dis de manière sarcastique. Heureusement pour nous, la Chambre d'appel a récusé le procureur dans cette affaire. Il s'agit d'une évolution que nous accueillons favorablement sur le plan éthique, mais qui arrive trop tard pour sauver l'intégrité de l'enquête. Une enquête qui a dissimulé le rôle de l'avocat des victimes et qui a estimé que notre client était présumé de meurtre dès 2018 et jusqu'à la veille même de la délivrance du mandat d'arrêt. Au cours des prochains jours, mesdames les juges, nous essaierons de vous convaincre que le caractère insuffisant des preuves retenues contre Duterte ne justifie pas, ne prouve pas une intention criminelle. Nous vous convaincrons qu'il n'a pas réussi à obtenir un seul de ces témoins qu'il admette avoir entendu l'ancien président donner l'ordre de tuer. Donc, au terme de vos délibérations, nous vous demanderons de rejeter les accusations infondées motivées par des considérations politiques. Nous espérons donc que, au terme de cette audience, vous rejetterez toutes les accusations. Nous vous demanderons de renvoyer Rodrigo Duterte dans sa famille. Nous vous demanderons de remettre au peuple philippin leur Tatay Digong. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant suspendre l'audience. C'est la fin de déclaration liminaire et la fin de la séquence session du matin. Nous allons maintenant suspendre pour 90 minutes et nous reprendrons à 14 heures. Merci beaucoup. Veuillez vous lever.